On est très content d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter en fait le fruit de nos efforts pendant 1 an. On a travaillé, première session, fait une recherche, par la suite justement arriver jusqu'au produit final. Donc on est très content, fait que Louis-Étienne ici, moi-même Maxime. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est le gaspillage alimentaire résidentiel. Les experts s'entendent pour dire que d'ici 2050, il va falloir augmenter de 60 % la production alimentaire. Ce qui est un non-sens, en fait, c'est juste impossible de faire ça. Va falloir couper, en fait, réduire ce 60 % là. Comment qu'on peut faire pour réduire ça? C'est en allant chercher dans nos pertes. Nos pertes, ça représente le 1/3 de tout ce qui est produit, c'est gaspillé. Puis on pense que ce n'est pas très attribuable à nous en tant que consommateurs, mais au contraire, 47 %, ça c'est le chiffre au Québec, de tout ce qui est gaspillé et d'un point de vue résidentiel. Donc c'est quand même un chiffre qui est aberrant, puis considérant aussi le fait que ça a des répercussions économiques dans nos portefeuilles. On parle de 20 $ par semaine pour un foyer moyen en gaspille. Donc, Louis-Étienne et moi, on s'est posé la question, comment on pourrait limiter le gaspillage alimentaire résidentiel en intervenant sur nos habitudes. Puis quand on parle d'habitudes, il y a 4 grands domaines critiques, dont la gestion qui vient englober les 3 autres. Il y a la transformation, la conservation et la fin de vie. Nous, on a décidé vraiment d'œuvrer au niveau de la conservation. Donc, on s'est posé la question, c'est quoi les choix qu'un consommateur a pour conserver ses aliments? Premièrement, il y a la réfrigération. La réfrigération, c'est une méthode qui est à court terme. Donc, après quelques jours, des fois, on n'est souvent pas sûr. Puis c'est plus un problème de gestion. On n'est souvent pas sûr si c'est encore bon, donc on va jeter les aliments. Par la suite, il y a la congélation, qui est très intéressante pour le long terme. Mais après un certain temps, il y a une couche de glace qui se forme autour des aliments, qui est créée à cause de la cristallisation. Puis ça fait en sorte qu'on vient perdre les textures et les goûts. Par la suite, il y a la mise en conserve, qui est une solution très, très intéressante, qui était vraiment utilisée autrefois. Par contre, ça ne s'intègre vraiment pas dans le quotidien parce que c'est une démarche, dans le fond, c'est une transformation qui est excessivement longue. Donc, nous, on a vraiment visé le long terme, puis on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour combiner, en fait, les avantages de la congélation, donc la simplicité de la congélation, mais également la stabilité des aliments mis en conserve. On a regardé un petit peu plus loin, puis d'un point de vue économique, la mise en conserve est vraiment avantageuse. On parle que ça coûte 3 fois moins cher de faire de la mise en conserve, puis ça, c'est grandement dû au besoin énergétique qui est unique. Donc, quand on fait de la mise en conserve, la transformation se fait, dans le fond, au moment de la mise en conserve, puis après ça, on n'a plus besoin d'énergie. On range nos aliments, dans le fond, dans un armoire sombre et frais. Donc, avec tous ces avantages-là, en fait, on a voulu découvrir c'est quoi la mise en conserve, parce que peut-être comme nous, on n'avait jamais fait de mise en conserve, on a vu un peu nos grands-parents en avoir dans leur tablette, mais on voulait vraiment savoir c'est quoi. Quand on regarde la mise en conserve, la science est relativement simple. On prend souvent un pot maçon, qui est le contenant de prédilection pour la mise en conserve résidentielle. On met la nourriture à l'intérieur, on l'applique un traitement thermique. Ce traitement thermique-là, en fait, a 2 usages. Le premier usage, il tue les micro-organismes et les enzymes qui font la dégradation alimentaire. Et après ça aussi, quand le produit chauffe, il prend l'expansion, évidemment, et l'air s'échappe, en fait, de la conserve. Quand le traitement est terminé, l'aliment reprend son volume initial quand il refroidit, mais le couvercle empêche l'air de rentrer. Donc, simplement dit, une conserve, c'est vraiment juste de la chaleur, un vacuum. Mais si on est un peu plus complexe, il faut regarder l'acidité des aliments. L'acidité des aliments, là, c'est essentiel, c'est souvent ce qui rate une conserve, ce qui est quand même dangereux pour faire du botulisme, une enzyme qui peut attaquer le système nerveux. Mais quand on a des aliments acides en bas de 5,4, qui est l'acide d'une tomate, on parle de confiture, on parle de sauce tomate, etc., on peut aller dans de l'eau en ébullition. Donc c'est relativement simple, c'est souvent ce que nos grands-parents appelaient. Mais quand on veut aller dans les légumes verts, les bouillons, les sauces, il faut aller à 120 degrés, puis pour ça, il faut un autoclave. Un autoclave, là, on trouvait ça inévitable là, si on voulait conserver des aliments, qu'il faut aller vers une série, en fait, un large éventail d'aliments, donc il faut aller utiliser un autoclave. Mais quand on a vu un autoclave, c'est un concept qui est désuet. Comme le pot maçon, il y a peut-être des esthétiques. L'esthétique a été un peu travaillée, mais il n'y a jamais eu de travail en profondeur qui a été fait, surtout pas sur le scénario d'usage. Puis quand on parlait aux usagers, on a vu que beaucoup étaient intrigués, ils se demandaient c'était quoi, comment on l'utilisait, mais il y avait aussi très peur de l'aspect de pression. Donc, il y avait vraiment un travail à faire sur l'autoclave. Puis on l'a bien vu, quand on a fait, on a fait de la mise en conserve, moi et Maxime, c'était une belle expérience. On a vu qu'au début, il y a une longue période de préparation. Pour un pot maçon, il faut qu'il soit propre, il faut s'assurer que le couvercle, il ne soit pas brisé, comme les 3 exemples ici.
ne soit pas rouillé, que le caoutchouc ne soit pas abîmé. Il faut vraiment qu'il soit parfait. Après ça, il faut s'assurer qu'il y a un pouce pour laisser le vacuum se faire. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas trop d'air. Plein de petits détails qu'il ne faut pas oublier, sinon la conserve est gâchée. Après ça, la pressurisation, là, on met vraiment les contenants dans l'autoclave, on le traite à la température, et on met le petit poids. Le petit poids, c'est l'unité de mesure un peu de la pression. Puis pendant 1 heure et demie de traitement, ce poids-là, il faut s'assurer qu'il bouge assez, mais pas trop. Puis c'est notre seul indicateur, autre qu'un petit gauge, pour dire que la pression est bonne. Ce qu'on a vu en deux, c'est que c'est un peu une règle de pouce, si je peux me permettre. Il faut toujours être là pour ajuster un peu le rond, le baisser. Puis quand on finit, là, on ferme le rond vraiment, puis on attend 3 ou 4 heures pour que les contenants puissent être enlevés, que la vitre ne soit pas fragilisée par la température. C'était long. C'était long à faire aussi. On estime que c'est environ 2 heures et demie d'interaction pour un usager. Ça, pour le quotidien, on trouve que c'est impensable. Demander à quelqu'un, disons, qui vient de faire un soir de semaine, qui vient de faire une sauce à spaghetti et 7 heures, là, il veut mettre en conserve 2 plats de sauce à spaghetti. Ça ne peut pas lui demander de faire 2 heures et demie pour faire de la conserve, ça n'a pas de sens. Donc, on ne trouve pas que l'autoclave, en ce moment, fit dans le quotidien d'un usager. Puis non plus les contenants. Les pots maçons, pour l'avoir essayé, par beaucoup d'usagers, l'anneau de serrage, par le traitement thermique, par le rouille, se déforme, bloque. Donc, c'est très dur à ouvrir. Le scellant aussi, il faut souvent prendre un objet un peu pour faire un principe de levier pour l'ouvrir. Et le contenant, on ne se cachera pas, on a tout déjà mangé dedans, mais c'est un peu difficile. Donc, souvent, on le transfère d'un plat pour le chauffer, le déguster. Puis pour le laver, il faut le faire vite, sinon ça colle. Encore là, le pot maçon, on s'entend que ce n'est pas vraiment fait pour les restants de quotidien. On ne peut pas vraiment passer au travail et l'oublier là. C'est donc pourquoi Maxime et moi, on a comme renlié un peu notre mission pour fournir des outils aux usagers pour garder leur repas prêt à manger et aussi réduire le temps d'interaction de ce traitement aux usagers. Les critères quantifiables, en fait, qu'on veut vraiment pour s'assurer que le concept marche, il faut que le contenant, en fait, crée un vide d'air dans la conserve. Il faut qu'il soit réutilisable, le couvercle, qu'il soit facile à ouvrir, qu'on puisse consommer directement dans le contenant. Autre que ça, l'autoclave doit monter à 120 degrés, comme j'ai dit plus tôt. Et on veut comparer le temps d'interaction environ à congeler un repas. Parce qu'on le sait tous, c'est un peu ça qu'on fait les jours de la semaine. Donc, on est content de vous présenter, notre équipe, en fait, La Pense, est content de vous présenter notre proposition, qui est un autoclave outil intelligent, que vous voyez ici à droite, et une gamme de contenants de mise en conserve. Je vais m'attaquer premièrement avec l'autoclave et la plaque. Quand que je parle d'outils intelligents, comment que ça fonctionne, c'est très simple. En fait, toute l'électronique se trouve à l'intérieur du couvercle. Donc, on parle d'un capteur de pression, un capteur de température. Il y a également une valve de pression. Par la suite, à la plaque, c'est une plaque à induction. Il y a tout le système électronique et on voit l'interface également à cette place-là. Ce qui est intéressant, c'est que les deux communiquent ensemble par la technologie Bluetooth, ce qui permet en fait de réguler à l'intérieur de l'autoclave la température et la pression. Et autre point intéressant aussi, le couvercle est complètement sans fil. Ça, c'est grâce au module Peltier. Le module Peltier, ça utilise la chaleur à l'intérieur de l'autoclave pour la transformer en énergie et recharger ainsi les batteries. Louis-Étienne va montrer un petit peu l'interface. On parlait que le temps d'interaction, c'était vraiment très, très important pour nous. Donc, le but de cette interface-là, c'était de faire vraiment une interface simplifiée qui nous permet d'avoir des recettes à l'intérieur. Ça fonctionne-tu? Ça va? Il va ouvrir. En tout cas, bref, je vais parler de l'interface. L'interface, c'est une interface qui est simplifiée, où c'est possible de naviguer facilement, d'aller trouver des recettes qui sont déjà à l'intérieur de l'appareil pour justement faciliter l'usage et ainsi, dans le fond, réduire la courbe d'apprentissage. Parce que Louis-Étienne le disait, c'est très, très long, en fait, de bien saisir c'est quoi la mise en conserve avec un autoclave traditionnel versus avec cette proposition-là. Vu qu'on a une interface simple, Louis-Étienne, ça fonctionne? Good. Vu qu'il y a une interface simple, bien, ça nous permet vraiment de faciliter l'interaction avec l'appareil. Également, c'est possible de partager ces recettes qu'on va avoir créées, dans le fond, avec une application pour les mettre à l'intérieur. Donc, on peut vraiment personnaliser nos propres recettes selon nos goûts. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que
on peut créer une communauté autour de ça. Des gens qui partagent leurs propres recettes avec d'autres usagers, justement pour partager leur expérience. Puis on peut passer d'un moyen de conservation à un outil de cuisson qui peut être très intéressant aussi, parce que ça peut faire la même chose qu'un cuiseur sous pression au final. On a notre bon ami Pierre Normand qui est cuisinier, puis on lui a parlé, puis il est très intéressé avec ça. Il trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Puis quand on parle d'outils de cuisson, on a juste à penser au magret de canard de Martin Picard. Martin Picard, qui est un grand chef reconnu au Québec. Lui, en fait, vend un magret de canard en conserve directement dans son restaurant. Donc, c'est quand même innovant, ça. Également, comme on peut le voir, dans le fond de l'autoclave, le but de tout ça, c'était de ne pas faire un objet qui est unique, qui sert à une seule chose. On voit souvent, dans le fond, dans les produits qu'on voit, qui sont à usage unique, en fait. Nous, le fait de dématérialiser le tout, ça nous permet d'utiliser la plaque comme simple plaque à induction, également le chaudron comme simple chaudron. Et si on vient mettre le couvercle, bon, la communication se fait entre les deux, puis on peut faire un autoclave puis faire de la mise en conserve. Par la suite, il y a les contenants, le mini, le solo et le familial qu'on voit ici, avec 3 formats différents, dont le mini 125 ml qui est pour des portions de bébé. Ça peut servir, dans le fond, justement, pour des purées. Ça peut être très intéressant. Le solo pour des portions individuelles et le familial pour des portions familiales comme une grosse portion de sauce à spag, dans le fond. On a réinventé un petit peu le pot maçon, le concept du pot maçon, qu'on trouvait un peu désuet, comme Louis-Étienne le disait. Donc, on a élargi le goulot pour permettre une consommation simple et facile à l'intérieur même des contenants. On a également, c'est un point, c'était de réduire les déchets. Donc, on a un couvercle, en fait, en résine, et qui peut être utilisé à plusieurs reprises. Et dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé le seal et le couvercle. Dans le fond, le seal est réutilisable jusqu'à 7 fois. Donc, c'est le seul déchet qui est créé, mais après plusieurs utilisations, versus un pot maçon qu'on utilise souvent une seule fois, peut-être 2, puis après ça, on doit le jeter. Donc, c'est très simple. L'utilisation, bien, il s'agit juste de vérifier... tu veux-tu le faire? C'est bon. Il s'agit juste de vérifier, en fait, le seal. On insère le seal à l'intérieur. On vient fermer le contenant. Par la suite, on vient mettre le petit anneau, la petite bague. Par la suite, on met ça à l'intérieur de l'autoclave directement. On met les contenants à l'intérieur. On vient fermer l'autoclave. Par la suite, on utilise notre écran, justement, simplifié, pour justement mettre en conserve. Puis par la suite, c'est parti, on n'a plus d'interaction à faire avec l'appareil, tout se gère automatiquement. Donc ça, c'est vraiment l'innovation qu'on fait avec notre appareil versus un autoclave traditionnel. Traditionnellement, justement, on parlait d'un temps d'interaction de 2h30, in and out tout le temps, comparativement à un simple 30 minutes, dans le fond, qui est très conservateur. En fait, le 30 minutes, c'est simplement pour remplir les contenants et les mettre à l'intérieur de l'autoclave. On parle beaucoup aussi de restants alimentaires, du quotidien, ce qui est intéressant, mais il ne faut pas oublier que la mise en conserve, c'est surtout utilisé au début, dans le temps, pour conserver des repas, des aliments saisonniers, dont on le sait, les zucchinis arrivent à une saison, il y en a une grande quantité, c'est peu cher, il faut les conserver. C'est une tendance qui revient, on le voit avec le grand marché, on le voit avec plusieurs marchés locaux, on veut acheter local, mais pour ça, il faut peut-être avoir d'autres moyens de conserver, on ne peut pas avoir non plus plein de tombeaux à la congélation. Donc, on pense que la conservation peut aussi s'intégrer dans ce type de marché, outre que les restants. Parce que même si l'autoclave est relativement petit, il peut conserver 16 petits plats, 4 individuels et 2 familiales. Donc, on va quand même faire aussi de grandes quantités, sans oublier les pots maçons qui s'insèrent aussi bien dans l'autoclave. Avec ça, on peut faire de la conserve traditionnelle, conserver des légumes verts pour l'hiver, etc. Sinon, on peut, comme on dit, apporter au bureau. On peut penser à apporter votre chili un lundi, puis le manger dans 3 mois, et le laisser dans votre rangement à côté de vos livres, il va être bon. Donc, on peut avoir des repas toujours accessibles au bureau. Alors, au camping aussi, juste à garder une petite glacière, pas besoin d'être congelé, on peut garder des aliments comme du poisson ou des viandes sans avoir peur de s'intoxiquer. On parlait justement à quelqu'un d'une communauté, puis lui, il canne des restants de viande pour ses animaux. Donc, on peut encore aller là, avoir d'autres utilisages aux produits. Pour la vente, c'est sûr qu'on veut faire une campagne de sous-financement pour valider la désirabilité du produit chez l'auditoire et après ça, utiliser la plateforme web d'Indiegogo avec leur site web pour un peu faire des préventes. Pour après ça, aller vers notre site pour faire des ventes sur notre site, le site qui aurait la communauté, les recettes,
le partage. En parallèle, utiliser des ventes au détail, évidemment, pour utiliser un peu la confiance que les clients ont chez Ricardo, Doyon et Accro. Parce qu'en tant qu'une compagnie neuve, nouvelle, on veut pouvoir utiliser cette confiance-là que les usagers ont dans les grands noms, que s'ils nous appuient, ils nous vendent, ça veut dire qu'il y a quand même une confiance. Pour les prix, c'est vraiment un prix cible. Quand on parle aux usagers, quand on voit les autres concurrents, on vise 200 à 300 $. Le principal compétiteur, qui est une plaque à induction avec notre principe de recette pré-réglée, c'est environ 150 US et c'est juste une température de cuisson, non pas tout un traitement thermique. Pour le futur, on ne cachera pas, l'expo que vous allez voir aujourd'hui, c'est un peu un tremplin. On veut vos commentaires pour voir vos opinions, transformer le produit en une maquette qui est fonctionnelle, vraiment mettre les capteurs, pouvoir mettre une pression, pour après ça faire un plan de fabrication, avoir des vrais coûts, trouver des partenaires et pouvoir le commercialiser. La Panse, en fait, c'est un produit qui commence, c'est un projet à longue haleine qui veut en fait rapprocher les usagers de leurs aliments, retrouver la valeur qu'on avait face à la nourriture. Et quand on voit la vraie valeur de la nourriture, on ne peut pas l'acheter aussi facilement. Donc on peut penser que la Panse peut finir en gamme et avec des petits accessoires, d'où la dématérialisation, où la plaque peut devenir un cuiseur sous vide ou etc. Donc merci de nous avoir écoutés. On attend de voir vos commentaires au kiosque. Oui. Est-ce qu'on passe le micro? D'abord, félicitations. Je trouve que c'est vraiment un très beau produit. Moi-même, qui aime beaucoup faire à manger, j'ai hâte de pouvoir bénéficier des avantages de ce produit-là. Je me posais simplement une petite question d'ordre de préhension des pots lorsqu'on les met dans le truc. Est-ce que j'aurais peut-être espéré que votre élastique ou l'espèce de courroie qui sert à fermer le pot puisse se prolonger pour pouvoir servir de poignée? Est-ce que vous avez pensé à ce point-là? En fait, c'était l'idée principale initialement, mais on a vraiment manqué de temps pour les contenants. Initialement, c'est ça, on voulait justement que la gaine vienne pour faire une poignée, pour le transport, pour la mettre à l'intérieur de l'autoclave. Mais on avait un problème avec, dans le fond, la forme du contenant, comment qu'on faisait la forme pour que ça s'empile bien au final. C'était comme un peu ça le défi. Fait que dans le fond, là, vous pouvez voir, tu sais, comme il s'empile, on a déjà fait, comme je peux le montrer un peu, là. On a déjà fait comme une petite encoche, là, dans le fond, pour permettre justement à cette section-là, dans le fond, de passer. Mais le but ultime, c'était vraiment d'avoir une poignée. Mais c'était vraiment que par manque de temps qu'on n'a pas pu se rendre à cette étape-là. Là. Mais vous êtes bien conscient du problème et vous allez le régler. Oui. Parce que c'est ça, initialement, on avait un genre de panier qu'on mettait à l'intérieur de ça. Mais là, on trouvait que ce n'était pas nécessairement une bonne solution d'avoir un outil de plus là, pour justement mettre les contenants. On dirait que ça ne fonctionnait pas. Donc, le but, c'était vraiment de faire en sorte que le contenant puisse se prendre bien puis s'insérer à l'intérieur. Mais c'est ça, par manque de temps. J'imagine que vous n'avez pas pu vous rendre jusque-là parce que vous n'avez pas le vrai matériau et le vrai truc, mais quand on doit... Est-ce qu'une fois que le processus est terminé, qu'on doit ranger les pots, ils sont refroidis et tout, est-ce que la gaine est toujours nécessaire? J'imagine que non, parce que le couvercle est bien scellé, bien collé. Non, elle n'est pas nécessaire, en fait, parce que la pression comme à l'intérieur vient faire en sorte que ça scelle vraiment très bien. En fait, la gaine sert beaucoup plus pour le transport en partie, pour être sûr qu'il n'y a rien qui accroche, qui va faire popper. C'est sûr que pour le rangement, la gaine n'est pas nécessaire. Et pour enlever le couvercle, une fois que c'est... Est-ce qu'il y a une certaine flexibilité dans le couvercle qui permet de... Oui. Ben, tu veux-tu... Admettons que la pression est très forte, là. Avec ça, la résine a quand même une flexion qui permet de former juste assez pour briser. Puis on a un petit ajout, je veux pas avec le truc, qui peut permettre de briser facilement. Mais c'est sûr qu'il faut le tester, voir avec la pression. OK. J'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre?
Bonjour, félicitations pour votre présentation. Merci. Simon Chouinard d'Entrepreneuriat Laval. Si j'ai mangé un excellent magret de canard et qu'il est bien rosé et saignant, si je le mets dans votre auto-truc, est-ce qu'il devient complètement cuit? Ça, c'est la question un peu complexe, là. Ouais, ben en fait, vas-y. Ouais, ben, côté culinaire, en fait, c'est sûr que la mise en conserve cuit l'aliment. Il y a un traitement de 120 degrés pendant 1 heure. Fait que oui, ça le cuit, mais ça ne perd pas les jus. Donc, il est plus rosé. Mais comme on peut voir que Martin Picard, c'est lui qui... nous, on a vu que le magret de canard, même si ce n'était pas rosé, il est complètement cuit. Comme le sous-vide, il ne perd pas ses jus, donc il est tendre, puis ça permet une macération. Donc, c'est un peu comme un mijoté, un peu. Donc, oui, il est cuit au complet, comme un ragoût de bœuf bien exécuté. Il va être cuit bord en bord, mais le goût reste là. Excellent. Et si je veux me lancer dans une production plus importante, là, je m'en vais aux fraises à l'île d'Orléans, je me ramène je veux faire 25-50 pots de trucs, là. Est-ce que c'est faisable dans votre système de mettre plusieurs pots en même temps? Les pots maçons, je sais qu'on peut en mettre, par exemple, plusieurs en même temps, et donc on en sort 10-12 à l'heure. Je ne sais pas trop combien ça marche. Honnêtement, j'en ai jamais fait, mais j'ai déjà vu moi aussi mes grands-parents en faire. Est-ce que ça permet cette production plus de volume? Bien, ça, dans l'autoclave, en ce moment, on peut faire, comme on a montré, c'est 16 petits pots. Bien, ça dépend de les quantités que vous voulez conserver, 4 individuels ou une quantité. Mais le fait aussi que le pot se sépare, qu'on a dématérialisé, c'est un électroménager au final, mais on ne perd pas un peu les référents, qui sont une plaque à induction et un chaudron. Donc, c'est sûr que quand tu peux faire une grande production, mais quand tu viens à connaître ton produit, tu peux utiliser ça comme une chaleur, mettre un autre autoclave, mais c'est sûr que c'est pas des petites productions, c'est la limite. Mais après ça, Mais en ce moment, sur le marché non plus, sur le marché, il n'y a pas encore d'autoclaves qui sont compatibles avec l'induction. En fait. Donc, ça serait comme ça un peu la limite si on veut utiliser un autre autoclave qui serait plus gros pour une plus grande quantité. Ça serait la limite. Mais en même temps, y aurait-il une possibilité également d'offrir peut-être un autre format que ça pour les gens qui désirent peut-être faire plus de conserves, possiblement. Le principe reste le même, ce serait juste de grossir, d'offrir peut-être un deuxième chaudron. Puis ça, à 2 litres, on pense aussi que pour avoir expérimenté, faire 2 litres de préparation, c'est quand même beaucoup à la fois aussi. Donc, c'est satisfaisant à un certain point. Là, c'est sûr que si on va faire 40 parties de production, on n'est pas la solution. Mais